bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Bonjour Elhadji Amadou Kassé. Bonjour Babacar, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de RFM, à qui je souhaite joyeux Noël, particulièrement à nos compatriotes de la communauté chrétienne. Le rapport des Sénégalais avec les enfants, si ce ne sont pas des services de néonatologie qui prennent feu, ce sont des pouponnières qui ne respectent pas les normes qui sont ouvertes dans le pays, dans l'indifférence générale. Et que dire encore des enfants qui traînent dans la rue à toute heure. La responsabilité de l'État sénégalais, bien sûr. Mais pendant ce temps, les hommes politiques sont occupés par la pêche aux voix. Tous omnibulés par l'élection présidentielle de février prochain. Elhadji Amadou Kassé, avant d'être politique, vous êtes d'abord diplômé en sciences sociales, journaliste et spécialiste en communication, titulaire aussi d'une maîtrise de philosophie et d'un certificat de spécialisation en psychologie, option psychopathologie africaine. Quel commentaire faites-vous de cette affaire de la pouponnière Kër Yërmandé tenue par une Sénégalaise, Ndella Diouf, qui défrait la chronique depuis la diffusion de vidéos dans lesquelles des bébés apparaissent dans de très mauvaises conditions? Oui, hélas, je suis obligé, nous sommes tous obligés de parler de cette situation qui est très sensible, parce que humainement, on ne peut pas en parler sans émotions. Et une émotion légitime, parce que personnellement, je considère que au-delà des droits humains, la petite enfance relève du sacré. Il y a le philosophe allemand Nietzsche qui disait que l'enfance est un oui, un absolu commencement, une innocence, et par conséquent, il est très difficile, voire inacceptable, d'assister à un type de rapport avec la petite enfance, avec l'humain en général et la petite enfance en particulier. J'ai suivi un tout petit peu cette histoire-là et j'en ai parlé d'ailleurs avec notre candidat. On y reviendra si vous voulez. Qui m'a dit, bon, il faut qu'on renforce la CAP, parce qu'il y a une cellule d'appui à la protection de l'enfance, de la petite enfance. Et il faudra la renforcer. Il faudra également renforcer le dispositif, je ne dirais pas juridique, mais répressif, par rapport à tout acte qui martyrise la petite enfance. Parce que vous savez, en chaque enfant ou en chaque prime enfance, sommeille la nation tout entière. À notre âge, on peut se défendre, mais ce n'est pas la petite enfance. C'est l'innocence dans sa radicalité. Et par conséquent, il est important que la société, dans son ensemble, prenne ses responsabilités. Ce n'est pas simplement une question de l'État du Sénégal, ou une question simplement de la société civile, ou une question simplement de la famille, ou une question simplement de l'école, qu'elle soit coranique ou occidentale. C'est une responsabilité collective, et en tant que responsabilité collective, elle doit faire objet d'un traitement collectif. C'est-à-dire qu'on ait un consensus sur, non pas les droits de la petite enfance, mais sur la sacralité de la petite enfance. Oui, nos rapports avec les enfants, nos comportements face aux préoccupations de la petite enfance, quelle est l'analyse qu'il faut en faire? Vous allez faire une lecture politique, scientifique. Dites-nous, pourquoi c'est comme ça? Non, il n'y a pas de rapport naturel, naturellement martyrisant entre les Africains ou les Sénégalais et l'enfance. Ce sont des circonstances qui, si vous voulez, se sont imposées à nous par la responsabilité ou l'irresponsabilité de certains acteurs. Mais d'ailleurs, l'enfant, vous pouvez lire à ce propos Amadou Hampâté-Bâ, l'enfant en Afrique relève du sacré. L'enfant relève d'une certaine divinité.
ou même d'un niveau de divinité. Parce que il est l'absolu. Ce n'est pas encore un corps qui rencontre le péché. Ce n'est pas encore un corps qui rencontre le monde et qui, par conséquent, est corrompu par le monde extérieur. C'est une sacralité parce que c'est la pureté même, n'est-ce pas, de l'humain. C'est, je veux dire que nous sommes tous, l'autre disait que l'avenir du monde, c'est l'enfance, au sens où le souhait ou notre aspiration la plus légitime, c'est que nous soyons dans un monde meilleur et il n'y a pas de métaphore plus puissante que l'enfance. Donc en Afrique, il a toujours été sacré. En Afrique, il a toujours été protégé. Et la preuve, c'est que quand on baptise l'enfant, on lui donne le nom du parent le plus proche. Dans l'Afrique post-islamique, après l'islam, la pénétration de l'islam, le nom le plus sacré, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et pour témoigner de l'amour, de l'affection qu'on a pour l'enfant, on lui donne ce nom qui est l'un des plus sacrés pour un musulman. Mais également, le fait de donner le nom à sa mère ou son père ou son frère, et ainsi de suite, relève d'un degré d'affection exceptionnel. Et donc, c'est tout à fait faux de dire que notre société est par essence répressive à l'égard de la petite enfance. Maintenant, il y a des circonstances. Il y a peut-être quelque chose qui a changé, El Hadj Hamidou Kassé. Les enfants qui traînent dans la rue, la mendicité, exposés à tous les dangers. Je pense que ce n'est pas la mendicité en soi qui pose problème. Relisez l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Samba Diallo, qui est issu d'une famille très aisée, parce que son père est le maître de Dialobé, mendie dans la rue pour manger à sa faim. Et ce qu'il explique, c'est que cet acte non seulement développe l'humilité chez le jeune enfant, mais cet acte également, comme dit le maître, tue en Samba Diallo la morgue et l'arrogance pour le rendre entièrement au divin, pour le rendre entièrement à Dieu. La philosophie, elle est différente aujourd'hui. Il y a plutôt une approche mercantiliste. Absolument. On monétarise les enfants, on les utilise à des fins commerciales. Et pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais cela ne relève pas de la seule responsabilité de l'État. Vous savez, une société, c'est l'État, certes, en tant qu'expression de l'intérêt général, mais cet État-là est obligé d'agir sur des particularités. Vous avez des familles maraboutiques, vous avez des maîtres coraniques, vous avez une situation au plan économique et social qui explique que ces enfants-là soient jetés dans la rue, vous avez la famille, vous avez des associations et ainsi de suite. C'est tout cela qui constitue la société et l'État est certes l'expression de l'intérêt général, mais il n'en demeure pas moins un acteur et un des acteurs. Et c'est pourquoi tantôt je parlais de la responsabilité collective de la société. Nous devons procéder à une introspection. Parce que c'est en nous tous. Donc il ne sert à rien d'accabler l'État ou d'accabler la famille ou d'accabler telle institution scolaire, coranique ou autre. Il s'agit, à mon avis, d'être affirmatif, d'être positif, c'est-à-dire de se situer dans la proposition qui améliore la situation de ces enfants, les arrache à la rue pour les rendre, pour ce qui est de l'école coranique, au divin, mais également pour les rendre à la société qui peut trouver en chacun d'entre eux son avenir et son avenir le mieux, le meilleur. La responsabilité de l'État, elle est quand même centrale. Vous parlez des raisons sociales et économiques qui expliquent le phénomène, par exemple, des enfants de la rue. L'État qui doit les protéger. Si on est dans cette logique, tout revient absolument à l'État. C'est une tautologie. Le point de départ, c'est l'État. Le point d'arrivée, c'est l'État. Donc, on est dans une explication circulaire.
et on n'en sort pas. Tant qu'on ne prend pas les partis, on ne les considère pas dans leur spécificité, dans leur dynamisme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas passives face à ces réalités-là. La famille n'est pas passive face à ces réalités parce qu'elle construit une conception et une dynamique de l'enfance. Les maîtres coraniques ne sont pas passifs. Les grandes familles religieuses ne sont pas passifs. Les associations ne sont pas passives. Les organisations non gouvernementales ne sont pas passives. Et donc, c'est pourquoi je dis, on ne peut pas enfermer l'explication dans le face-à-face entre l'État et l'État. Il faut sortir de cette logique dénonciatoire pour se situer dans la recherche de la solution. Et la recherche de la solution passera forcément par un consensus entre tous les acteurs que je viens de citer pour justement que ces enfants-là continuent à apprendre le Coran, donc à apprendre le chemin qui mène vers Dieu, mais qu'ils le fassent dans des conditions autres, dans des conditions meilleures, qui garantissent l'intégrité de leur corps et de leur mental et de leur esprit. Solutions urgentes attendues. L'État face à la jeunesse, face aux préoccupations de la jeunesse. L'émigration clandestine. L'exemple le plus pertinent, le plus actuel, l'éternel exemple. L'émigration clandestine. Et cette année 2023 qui finit, c'est l'année record. Je vais juste vous poser la question parce que là, ce n'est pas une question, je pense que c'est un commentaire. Est-ce que aujourd'hui, entre le Mexique et les États-Unis, il y a un problème d'émigration clandestine ou irrégulière? Il y a, non? C'est des dizaines de milliers de Mexicains, de gens de Honduras, qui sont en train de... Allez savoir si l'État mexicain n'a pas failli dans ses politiques. Mais non, c'est pas... Vous savez, nous sommes malheureusement dans une économie mondiale qui a ses règles et qui, à mon avis, est fondamentalement dans une logique d'exclusion. Alors, mais il n'y a pas une seule nation qui puisse prétendre s'en sortir seule à partir de ses propres moyens, de ses propres déterminations. Il y a forcément, à mon avis, une exigence de politique internationale ou de nouvelle politique internationale de la migration. Mais vous voyez, il y a une contradiction incroyable. Autant on crie à la libre circulation des capitaux et des biens, dans le même temps, on limite drastiquement la circulation des hommes et des femmes. C'est l'essence même, c'est la contradiction même du libéralisme, la contradiction interne du libéralisme. C'est en pleine... La liberté de mouvement des capitaux, des produits, des marchandises, mais halte à la libre circulation des hommes et des femmes. Alors, premièrement. Deuxièmement, les inégalités entre nations, c'est un fait réel. Les inégalités également à l'intérieur des nations, c'est des faits réels. Mais cela demande, par conséquent, d'abord à l'intérieur des nations, au lieu d'accabler tel ou tel acteur, en particulier l'État, il est important que tous les acteurs, là aussi, parce que c'est ça la dialectique, il y a le tout qui peut être assimilé à l'État, il y a les partis, c'est-à-dire les acteurs. Mais c'est la réflexion collective qui engage tous ces acteurs-là qui peut aboutir à des solutions consensuelles et collectives pour nous permettre de sortir de ce fléau, de cette tragédie qu'est l'immigration clandestine. C'est très dangereux, à mon avis, d'expliquer tout par l'économique et le social. La preuve, il y a beaucoup de reportages de vos confrères qui ont montré nettement que des enseignants, des menuisiers qui ont un certain niveau de revenus, des artisans de façon générale, des commerçants, mais ont réuni plus de 10 millions de francs CFA pour tenter Nicaragua et les routes mortelles, les enclaves de Melilla pour aller en Europe, et ainsi de suite. Ça existe ou non?
D'autres qui réunissent suffisamment d'argent pour laisser à leurs parents pendant une année de loyer ou de dépenses de ration alimentaire et ainsi de suite et qui s'en vont. Mais donc il y a quelque chose qui ne relève pas simplement de l'économique, qui ne relève pas simplement du social, mais qui relève d'un certain imaginaire que nous devons étudier. Si nous persistons à expliquer cela par uniquement le gain, mais nous encourageons les jeunes à partir. Et ça, ce n'est pas responsable. Donc, journalistes, partis politiques, État, famille, confréries religieuses, éducateurs, enseignants, etc., nous devons tous prendre conscience du fait que nous sommes face à un phénomène que nous ne comprenons pas totalement. Le social et l'économique sont à la base, Après, par extension, on peut trouver d'autres justificatifs. Oui, d'accord. Mais vous savez... Mais à la base, les conditions sociales et économiques... L'immigration, elle est vieille comme le monde. Nous sommes venus d'où? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypothèses. Certains pensent que nous sommes venus du Sahara pour former les populations sénégambiennes. D'autres pensent que nous sommes venus même de l'Inde pour former les populations sénégambiennes. D'autres pensent que nous sommes venus de l'Égypte. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous assistons à de nouvelles formes. Des formes moins assurées, des formes, si vous voulez, quasiment suicidaires. C'est cela la nouveauté. Mais l'immigration comme telle ne découle pas forcément du niveau de revenus. Aujourd'hui, comme hier, on se déplace pour chercher un mieux-être ailleurs. Mais oui, forcément. Même à l'intérieur d'un même pays, les gens se déplacent. Moi, je viens de Matam. Pourquoi j'habite à Dakar? L'autre, il vient de Baol. Pourquoi il habite à Saint-Louis? Ainsi de suite. Donc, le mouvement, le mouvement est le propre de nous autres humains, y compris également des animaux. Parce que, je vais vous expliquer, ça c'est les philosophes qui parlent. Vous savez, tant que nous sommes dans la recherche du gain, dans la recherche justement du mieux, nous assumons notre part animale. Nous sommes dans la transhumance. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et donc, pour en revenir à notre sujet, il faut qu'au Sénégal et en Afrique, on se batte pour justement, d'abord, lutter contre les inégalités à l'intérieur de notre pays. Je pense que nous, en tout cas depuis 2012, nous nous acharnons à lutter contre les inégalités. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Ils en ont aujourd'hui. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas accès à l'électricité. Ils en ont aujourd'hui. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas accès à des pistes et des routes décentes. Ils en ont aujourd'hui. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas accès à des soins de santé. Ils en ont aujourd'hui. Donc, il y a un effort considérable. Mais vous savez, la richesse des nations, c'est sûr, c'est dans la longue durée. Maintenant, il peut y avoir des périodes d'accélération, de création de ces richesses-là. Je pense que dans notre pays, il y a une promesse avec le gaz et le pétrole. C'est vrai que ce n'est pas immédiat, mais quand même, on peut dire que les générations qui viennent après nous ne seront pas aussi démunies que celles d'aujourd'hui. On va revenir sur le sujet tout à l'heure, mais juste un petit détour par l'Europe. C'est en pleine exacerbation de ce phénomène de l'immigration clandestine que la France décide de changer sa loi sur l'immigration et elle va corser davantage les conditions d'accueil et de résidence dans ce pays, cette nouvelle loi. Oui. Comment vous l'interprétez? Bon, vous savez, personnellement, je ne peux pas accepter, encore une fois, et c'est une expérience, mais en même temps, c'est un parti pris politique et idéologique. Pour moi, tous ceux qui viennent et vivent au Sénégal sont du Sénégal. Et ils ont exactement les mêmes droits. Quand j'étais jeune étudiant en France, j'ai milité dans des associations qui disaient justement ceux qui sont ici sont d'ici, en France.
Et il est très, 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 très dangereux de corser des lois contre l'immigration parce que, simplement, l'interdépendance des peuples est une réalité, l'interdépendance des nations est une réalité, et donc corser les conditions de séjour, exclure de certaines prestations sociales comme la santé, et ainsi de suite, ne pas les rendre automatiques, c'est justement s'exposer à des mouvements internes qui peuvent déstabiliser complètement la société. Et je pense que qu'on soit au Sénégal, en France ou ailleurs, il y a lieu de faire très 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 attention parce que c'est extrêmement sensible. Pourquoi ? Parce que il est de toute évidence, on ne peut pas fermer les frontières. On ne peut pas fermer les frontières. C'est une réalité, il faut en prendre compte. Et c'est pourquoi tantôt je parlais de la nécessité d'avoir une politique internationale de la migration, une nouvelle politique internationale de la migration qui en définisse les modalités, laisser les hommes et les femmes circuler librement, qui en définissent de nouveaux instruments et qui également en définissent de nouvelles législations. Il y avait une rencontre internationale à Malte à laquelle le président Macky Sall avait participé et je l'avais accompagné. Il y avait quelques propositions assez fortes, en tout cas du Sénégal, qu'il faut peut-être revoir pour justement apporter cette contribution à l'élaboration d'une nouvelle politique de la migration internationale. Et non pas seulement nous cantonner dans un débat national pour croire que c'est un phénomène sénégalo-sénégalais alors que c'est un phénomène international. Le débat local sénégalais, il est là, il est ce qu'il est. L'emploi des jeunes, ça c'est normal que ça fasse, que ça soit au cœur du débat public. L'emploi des jeunes, il n'a jamais dû casser. Question, hein. L'une des taches noires des 2 mandats de Macky Sall à la tête du Sénégal? Non. Il ne faut pas, outre mesure, exagérer. Le premier et le deuxième mandat du président Macky Sall ont été assez féconds en création d'emplois, mais il ne faut pas oublier que nous avons une crise quasiment structurelle de l'emploi dans notre pays. Et cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, notre économie est restée pendant très longtemps peu ouverte et peu compétitive. Premièrement. Deuxièmement, nous avons un système d'enseignement et de formation qui n'a pas toujours ou qui ne s'est pas toujours ajusté à nos besoins en matière de développement. Des réformes n'ont pas été engagées pendant 12 ans. Mais les réformes sont dans une maturation. On ne peut pas adopter aujourd'hui des réformes en la matière et que ça produise des résultats immédiatement. C'est au moins à l'échelle d'une génération. Parce que pour former une cohorte de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, de spécialistes du marché financier, de banquiers éminents, de pétroliers, de gaziers, mais ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans. C'est toute une stratégie dans la durée. Et cela, nous sommes en train de le faire. Pourquoi ? Parce que en 1981, il y avait les assises ou les états généraux de l'éducation et de la formation. Déjà, on parlait de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Bon, le président Diouf, le président Wade ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous avons, dès 2013, engagé les assises nationales de l'éducation et les concertations sur le devenir de l'enseignement supérieur. La stratégie, c'était quoi? La stratégie, c'était d'abord d'enrichir et de diversifier la carte universitaire en créant des universités dans les régions, en tout cas dans les pôles régionaux. On a l'université, nous avons renforcé ce que nous avons trouvé. Il y avait l'université de Saint-Louis, l'université de Bambey, l'université de Ziguinchor. Nous avons créé l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Nous avons créé celle du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niasse. Nous avons créé
l'université Iba Der Thiam de Thiès, il y a eu une préfiguration de l'université Souleymane Niang à Matam. Il reste le pôle sud, non, plutôt est, Tamba. Il y a également un projet d'université. Donc la carte universitaire n'a jamais été aussi diversifiée, sans compter 2 autres niveaux d'enseignement professionnel, notamment les ISEP. Ce sont les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il y a également l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane. Il y a donc un dispositif qui est là, qui est diversifié. Et c'est une réforme de fond. Mais, si vous voulez, la maturation prend quand même des années. Ce n'est pas immédiat. On commence par le sommet. Ne fallait-il pas réformer à la base les enseignements préscolaires? Il y a une expérimentation. Au moyen secondaire. Il y a une expérimentation avec des lycées techniques et professionnels qui permettent à nos enfants de choisir dès l'adolescence une orientation professionnelle. Certains veulent être des pâtissiers, d'autres veulent être des techniciens du bâtiment, d'autres veulent être des horlogers, d'autres veulent être des mécaniciens, ainsi de suite. Et donc il y a l'expérimentation de cela. Mais vous savez, pour démanteler un système d'enseignement, de formation et de recherche qui a été construit dans la durée, il faut forcément s'inscrire dans la durée. Et donc, nous sommes dans une période, dans une phase de maturation progressive qui va permettre progressivement de faire émerger des cohortes de jeunes Sénégalais qui sont dans des métiers qui répondent à nos besoins en matière de développement. Il y a maintenant une couche de la population qui n'a jamais été à l'école formelle, qui n'a aucune qualification professionnelle. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. C'est à ce niveau qu'on est, nous en tout cas, en perspective, dans le programme Yonu Yokute déjà, en 2011, on parlait du renforcement de capacité de 300 000 apprentis. Et ce programme-là, il a été repris exactement dans notre nouveau programme. Mais ça, c'est le Premier ministre, candidat de notre coalition, qui va y revenir pour détailler sa perspective. Mais cette population-là, cette population de jeunes, massive, qui n'a aucune formation professionnelle, aucune qualification professionnelle, qu'est-ce qu'il faut en faire concrètement? Il y a plusieurs solutions. D'abord, en investissant certains secteurs, là je ne vais pas dévoiler quand même les solutions parce que nous avons des concurrents qui nous écoutent, mais on y reviendra pour montrer que concrètement, Amadou Ba, comme il l'a dit, sera le président de l'emploi des jeunes et de l'épanouissement des jeunes. Oui, ce message qu'il a délivré cette semaine, le candidat que Macky Sall a désigné, puisque toute la coalition présidentielle lui en avait donné mandat, le candidat qu'il a désigné, donc Amadou Ba, le Premier ministre actuel, ce message qu'il a adressé à la jeunesse lors de son investiture jeudi par l'APR, il leur promet de meilleures conditions. Les jeunes Sénégalais vont-ils vraiment être convaincus par ce discours? Ils ne vont pas se dire un peu que ce régime est là depuis 12 ans et que nos conditions, elles sont ce qu'elles sont? Non, mais justement, je vous demande de façon concrète de me dire comment vous comptez régler la question de l'emploi. Babacar, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des expérimentations à faire. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la diversification de la carte universitaire, de l'offre de formation, sans compter en la matière l'existence de 3 FPT, qui est un dispositif extraordinaire, l'ADER, qui est un dispositif extraordinaire. Évidemment, tout ça, nous nous inscrivons dans une perspective de rationalisation. Mais, même si tous les diplômés qui ont une qualification professionnelle arrivent à s'insérer, il te restera l'équation de ces milliers ou de ces millions de jeunes Sénégalais qui n'ont aucune qualification professionnelle. C'est ça, c'est la
très grande question aujourd'hui. Et nous avons des solutions à la matière que nous exposerons au moment opportun. Amadou Ba et la contestation de sa candidature dans votre parti, certains ont claqué la porte, qui se sont même portés candidats, Ali Ngouille Ndiaye, Mohamed Boulala John, ou encore Yao. Les doutes sur le choix porté sur sa personne, la dernière sortie contre lui d'un membre du gouvernement qu'il dirige, le ministre du Tourisme Mambay Niang, qui déclare que votre candidat ne fait pas l'affaire pour le moment. Bon, vous savez, Babacar, moi, vous me connaissez très bien. Je n'ai jamais été dans la polémique ou dans la querelle vaine et inutile. Tous ceux que vous avez cités sont des amis, sont des camarades, sont des compagnons depuis 2012, au moins. Depuis 2012, au moins. Certains, comme par exemple Mambay Niang, ont été des membres fondateurs de l'APR. C'est des camarades, moi, que j'ai connus en tant que membre fondateur de l'APR. Donc, moi, je ne suis pas dans la polémique vaine. Ce que je considère, c'est qu'il peut, dans un processus de ce genre, surtout politique, il peut y avoir des malentendus. Mais, quelqu'un le rappelait à notre congrès d'investiture du camarade, du frère Amadou Ba. Il disait que dans toute situation, il faut tenir compte de la contradiction principale, c'est-à-dire quel est le principal problème, et des contradictions secondaires, c'est-à-dire... Le message de Gilbert Ouedraogo de l'Internationale libérale. Oui, ça c'est la théorie de la contradiction du président Mao Tse-tung. La contradiction principale aujourd'hui, c'est quoi? C'est de conserver le pouvoir, consolider les acquis que nous avons engrangés et qui sont incontestables. C'est-à-dire, quelles que soient les critiques qu'on peut nous porter, il est incontestable que nous avons fait, sous l'impulsion du président Macky Sall, des choses exceptionnelles dans ce pays-là. Et cela dans tous les domaines. Si vous prenez de 1960 à aujourd'hui, vous faites trois colonnes, la période socialiste, la période libérale, la période républicaine et alliée, vous trouverez que nous avons quasiment multiplié par plus de 10 dans tous les secteurs. Ça, c'est incontestable. Et aucun de nos adversaires ne peut le remettre en cause aujourd'hui. Donc, la contradiction principale, c'est de consolider ces acquis-là, d'aller plus loin, comme dit le candidat Amadou Ba, d'aller plus vite et d'aller mieux. Et je pense que ça, c'est ce que souhaite également le président Macky Sall. Et là, il y a un legs qu'il faut valoriser, qu'il faut enrichir, qu'il faut porter beaucoup plus haut. C'est ça la contradiction principale. Maintenant, il y a des contradictions secondaires. Ce sont les petits malentendus entre camarades, au sein d'une même famille, au sein d'un même parti, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne désespère pas une seule seconde que nous allons tous nous retrouver. Parce que, simplement, il y a eu un processus de désignation du candidat Amadou Ba. C'est pas le président Macky Sall qui s'est enfermé dans son bureau pour dire je désigne comment ça s'appelle, le premier ministre Amadou Ba. Non. Ce qui s'est passé, c'est que il a fait sa déclaration le 3 juillet 2023 pour dire qu'il ne se présente pas. Le 5 juillet, le secrétariat exécutif de l'APR s'est réuni pour lui donner carte blanche, pour lui dire choisis-nous un des candidats à la candidature. Donc le processus a été inclusif. La preuve, c'est qu'il y a eu des auditions devant le président et devant le secrétariat exécutif de Benno Bokeyakar. De l'APR d'abord. Oui, de Benno Bokeyakar. Et donc, le président Niass et ses équipes ont été responsabilisés par le président Macky Sall. Ils ont auditionné tous les candidats à la candidature. Et au bout de ce processus, le choix a été porté sur Amadou Ba. Voilà, donc c'est un processus participatif, inclusif et éminemment démocratique. Le président Macky Sall ne s'est pas enfermé dans son bureau pour choisir Amadou Ba.
Et donc, pendant ce temps, je pense qu'il était libre à chacun de discuter avec le président, de faire des remarques, de poser ses conditions, ainsi de suite, et que cette série de négociations puisse nous permettre d'aller ensemble. Mais je pense, encore une fois, je ne désespère pas, je pense que nous allons nous retrouver pour justement faire face et résoudre la contradiction principale et, sur cette base-là, apporter des correctifs ou des solutions à la contradiction secondaire. Elle fait désordre cette sortie de Mambé Niang qui partage la table du Conseil des ministres avec Amadou Ba. Mais écoutez, moi... Dans le fond, il conteste même le choix de Macky Sall de porter sur Amadou Ba. Non. Vous savez, moi, comme je disais, Mambé Niang est un camarade. C'est un jeune qui s'est engagé politiquement, qui a rejoint le président Macky Sall. Je ne désespère pas qu'il revienne à de meilleurs sentiments et s'engage dans la dynamique de rassemblement, d'unité, de cohésion et de mobilisation, mais également de solidarité et de primauté de l'intérêt général pour justement conserver le pouvoir, intensifier les acquis que nous avons, les consolider et nous inscrire dans l'accélération de notre développement. Dans sa sortie, il évoque aussi les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade qui ont été facilitées par le dialogue national convoqué par Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Karim Wade, il n'est toujours pas rentré de son, entre guillemets, exil au Qatar? Beaucoup de suspicions autour de sa venue pour participer à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un cas Karim Wade, un blocage Karim Wade? Bon, d'abord, je ne suis pas du PDS. Si j'étais du PDS, j'aurais disserté sur la question. Qu'est-ce qui empêche M. Wade de venir? Je ne sais pas. Je sais pas. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est la mobilisation de notre camp pour faire triompher notre candidat au soir du 25 février 2025. Le président actuel Macky Sall avait convoqué, je vais repréciser la question, convoqué un dialogue national pour permettre à Karim Wade et Khalifa Sall de retrouver leur droit de vote. Je suis désolé, le dialogue national va au-delà des questions d'individus. Mais cette question était une question centrale. Oui, soit. Mais dès lors qu'elle a été réglée, elle ne me concerne plus. En revanche, le dialogue national a créé des consensus extrêmement puissants, très forts, sur les questions de défense et de sécurité. Malheureusement, les gens n'en parlent pas trop ou beaucoup. Alors que c'est aujourd'hui la principale question à laquelle nos pays sont confrontés et qu'ils doivent résoudre. Parce que vous ne pouvez pas engager des politiques de développement sans paix et sécurité, sans intégrité territoriale, sans cohésion nationale. Vous ne pouvez pas. Or, vous êtes dans un contexte sous-régional marqué par des convulsions, par des crispations extrémistes, djihadistes, terroristes. Vous êtes également dans un contexte international de guerre locale à incidence mondiale, comme en Ukraine, comme au Moyen-Orient, entre Israël et Hamas, n'est-ce pas? Vous êtes entouré par des fragilités et l'essor de groupes extrémistes. Vous ne pouvez pas raisonnablement ne pas prêter une attention particulière à la question de la défense et de la sécurité. Il y a eu des consensus sur la question de l'environnement. Il y a eu des consensus sur la question de l'éducation et de la formation. Il y a eu des consensus sur la question culturelle, des industries culturelles et créatives. Il y a eu donc des consensus extrêmement forts lors de cet exercice de dialogue national. Et plus, le dialogue national, vous savez, à la fin des années 80, au début des années 90, il y avait les crises des ajustements structurels qui sont venus aggraver les crises politiques. Et on a connu l'ère des conférences nationales
qui était imposée par la crise, par la double crise politique et socio-économique. Mais ici, le dialogue national a été, en tout cas la première édition, a été lancée au lendemain du référendum de 2016. Il n'y avait aucune crise. Le oui l'avait remporté à plus de 63%, je crois. Et malgré tout, pour justement tenir compte des intérêts de la minorité, des points de vue de la minorité, le dialogue national a été lancé comme mode de résolution des conflits, ou même mode prévisionnel de résolution des conflits. Ça, à mon avis, ça apporte un certain rafraîchissement à la démocratie. On avait conçu la démocratie comme la confrontation permanente entre des minorités et des majorités. Le dialogue national vient proposer un concept où majorité, minorité, mais également des groupes infrapolitiques peuvent être dans un même espace de conversation pour aboutir à des consensus, faire avancer la société sans qu'on ait besoin de conflits violents pour justement apporter ces solutions-là. Je pense que c'est ça l'esprit du dialogue national et ça ne peut pas être réduit juste à des questions d'individus. On va attendre la mise en œuvre de tous ces consensus que vous avez déclamés, qui ont été discutés dans ce dialogue. Mais les questions politiques, non, on y reste. Patrimoine national, chacun peut y puiser. On revient à la question politique. Certains estiment que Karim Wade, il pourrait être un adversaire redoutable pour votre candidat Amadou Ba, et que certains pensent que vous pourriez tout faire pour l'empêcher de participer à cette élection. Que répondez-vous? Bon, encore une fois, nous allons vers un combat. Et quand vous allez vers un combat, vous ne pouvez pas vous concentrer axialement sur un adversaire ou sur l'adversaire. Vous vous concentrez sur vous-même, sur votre puissance, sur votre force, sur vos atouts et vos opportunités. Et nous sommes dans le calcul de ces atouts et de ces opportunités. Nous sommes dans la concentration de cette puissance et de cette force autour du candidat Amadou Ba, du Premier ministre Amadou Ba. C'est ça qui nous importe. Et nous allons faire face à n'importe quel adversaire. Parce que Amadou Ba, le Premier ministre Amadou Ba, a dit quelque chose de très important. Il dit, si j'avais douté un seul instant de notre victoire, je n'allais pas accepter votre investiture. Et avant l'investiture de l'APR, il y avait l'investiture du Parti socialiste, ensuite l'investiture de l'AFP, qui sont quand même deux composantes majeures de Benno Bokk Yakaar, à côté de l'APR. Il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui prépare son investiture. C'est une machine redoutable et c'est pourquoi je disais tantôt que ce qui nous importe, c'est la mobilisation, la mise en branle de cette machine-là, de sa puissance et de sa force. C'est le calcul juste de nos atouts et de nos opportunités. Et nous avons confiance au peuple sénégalais qui, nous pensons, nous renouvellera le bail le 25 février, Inch'Allah, 2024. Êtes-vous réellement prêt pour cette élection El Hadj Hamidou Kassé, je pose la question parce que un débat qui est agité même par certains de vos camarades, le report de cette présidentielle. Bon, moi, je me concentre sur la date du 25 février. Il n'y a aucun argument interne, c'est-à-dire relatif à notre dispositif, qui puisse expliquer le report des élections. 1. Nous avons procédé régulièrement à la révision exceptionnelle des listes électorales. 2. Nous avons procédé à la collecte des parrainages. Il n'y a pas eu d'incident. 3. Nous avons procédé au dépôt des cautions. Il n'y a pas eu d'incident. 4. Nous sommes en train de procéder au dépôt des candidatures. 5. La CEDEAO a envoyé une mission d'observation, je pense que c'était le 30 novembre, qui ont déclaré que le processus électoral est net, limpide, transparent et qu'il n'y avait pas de problème majeur. Par conséquent, je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait expliquer
le report de l'élection présidentielle. Et comme je disais, on ne peut pas convoquer des arguments internes, c'est-à-dire des arguments intrinsèquement liés au processus électoral lui-même. Des arguments externes, il n'y a pas de crise socio-économique majeure, il n'y a pas de situation de catastrophe naturelle majeure qui nous oblige à reporter l'élection présidentielle. Et le poids Donc, lourd, je pense que, pour moi personnellement, poids lourd de l'opposition qui est en prison. Attention, moi, je suis pas je ne peux pas être dans une évaluation tout de même dont je n'ai pas les instruments. Les repères, ce sont les élections de 2019, les élections présidentielles de 2019. Le poids lourd de l'opposition, c'était M. Idriss Seck. Idriss Seck est parti. Il y a Ousmane Sonko qui a dit que c'est désormais lui le poids lourd. Mais il était à 16% ou 15%. Jusqu'à la prochaine élection, on verra qui est le poids lourd de l'opposition. Mais pour le moment, je considère que, quelle que soit la lourdeur, je m'excuse de l'expression, de quelqu'un, nous sommes décidés à aller à ces élections. Nous sommes résolus et déterminés à les gagner, Inch'Allah, avec la confiance du peuple sénégalais. Oui, parce que nous pensons que c'est le chemin de la sérénité. Nous pensons que c'est le chemin de la responsabilité. Nous pensons que c'est le seul chemin qui nous permette d'avancer sûrement et de sauvegarder l'équilibre dans la société sénégalaise, préserver les intérêts du Sénégal et accélérer notre marche vers le mieux-être et le bien-être. Oui, et vous êtes charrié par certains sur vos intentions de remporter cette élection dès le premier tour. Impossibilité politique pour beaucoup. Mais nous allons pour nous, notre objectif, et je pense que c'est à notre portée, c'est de remporter cette élection au premier tour. Merci Elhadji Kassé d'être passé devant le grand jury de RFM, ministre conseil à la présidence de la République. Vous êtes dans l'équipe de campagne de votre candidat, Amadou Ba, l'actuel Premier ministre pour cette élection présidentielle. On lui reproche de ne pas trop se bouger. Non, mais bon... Est-ce que vous êtes en train de travailler sur... Amadou Ba bouge, il a fait des tournées économiques et parallèlement à ces tournées économiques, il a rencontré les populations, il a rencontré les camarades. Amadou Ba est quelqu'un de très calme, qui fait preuve de beaucoup de retenue, qui n'est pas dans l'agitation fébrile, qui maîtrise son agenda. Et je pense que le Sénégal, justement, a besoin d'un homme d'État, de retenue, de sage, de serein, de lucide, de calme, qui sait justement rassembler toute la nation sénégalaise vers le progrès, vers sa grandeur. Merci. Merci à Abdou aussi qui était à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne fin de week-end relativement long cette fois. Bonne fête à tous. Merci beaucoup, Babacar, et à la prochaine fois. Mi te kan